Oui, bien sûr. Moi, je pense que dans nos prévisions et dans notre feuille de route, on est sur la bonne voie. Bien sûr, ce n'est pas l'excellence, mais ce n'est pas la médiocrité aussi. Donc, nos prévisions, on est 7e au classement, c'est vrai, mais on a quand même 4 matchs de retard. Donc vous voyez un petit peu quand vous additionnez les points. On sort d'une défaite dernièrement qui nous a fait quand même beaucoup de mal, mais qui s'explique. Et là, je ne veux pas. Je ne suis pas là pour dire que l'entraîneur est. Défendre l'entraîneur, il est assez grand pour se défendre, et puis c'est sa responsabilité. Quand il fait des bons résultats, il les assume. Quand il fait des mauvais résultats, il les assume. C'est son boulot, et l'administration jouera son rôle en ce qui concerne l'entraîneur, en ce qui concerne le staff technique. Il y a aucun problème là-dessus. Seulement, il y a des choses qui s'expliquent. Vous savez, actuellement, ce qui caractérise les relations entre les clubs et la DTN d'une manière générale, et surtout les entraîneurs, certains entraîneurs de la DTN, c'est l'absence d'information et l'absence de communication. Et ça joue un grand rôle. Ça joue un grand rôle dans l'établissement des programmes. L'USMA a des matchs de retard. Et pourquoi des matchs de retard? Parce que nous donnons des joueurs à l'équipe nationale. Donc, la position de l'USMA, c'est de donner la priorité à toutes les équipes nationales. Et ça, non seulement c'est un devoir, mais c'est aussi réglementaire. Donc, nous faisons notre devoir et nous appliquons la réglementation et nous donnons des joueurs à l'équipe nationale. Mais quand ils reviennent de l'équipe nationale, c'est un autre. Nous donnons des joueurs en pleine possession de leurs moyens, et quand ils rentrent, soit ils sont blessés, soit ils sont malades. Alors, le blessé, c'était Benbod quand il est rentré, et malade, le stage, c'était le stage de la Tunisie, qui précédait notre déplacement en Afrique du Sud. Donc les joueurs sont venus pour prendre un avion. Dans le lot, nous avions 3 joueurs malades qui étaient grippés et qui ont fait un vol de 12 heures sur l'Afrique du Sud dans un vase clos et qui ont contaminé d'autres joueurs et d'autres membres de la délégation. Vous voyez? Donc, c'est une situation qui est préoccupante. Et je vais vous dire, le déplacement d'Afrique du Sud, par exemple, l'équipe nationale A' était en stage à Tabarka, en Tunisie. Donc on a fait une gymnastique terrible pour avoir les joueurs, pour avoir leur passeport d'abord, pour les visas. Puis après, pour les faire venir jusqu'à la frontière. Puis après, prendre un avion, venir sur Alger, et après prendre un autre avion pour faire 12 heures de vol sur l'Afrique du Sud. Ce sont des êtres humains. Alors où on les libère tôt, ou on ne les convoque pas, mais ça c'est pas bon, ni pour le joueur, ni pour l'équipe nationale. Donc voilà la situation aujourd'hui, l'entraîneur du club vit une situation paradoxale. Pourquoi? Au même titre que d'autres clubs, nous avons 9 joueurs en équipe nationale. Aujourd'hui, vous allez voir l'entraînement. Aujourd'hui, il y a entraînement. Ils sont sur le stade. Vous allez voir, c'est un autre groupe. C'est un groupe privé de 9 joueurs qui s'entraînent. Donc, comment voulez-vous mettre en place une tactique pour préparer le prochain match de championnat? Vous avez un effectif qui est là, et le jour du match, vous aurez un autre effectif. C'est le boulot de l'entraîneur. Il se débrouille, il fait. Mais il a des circonstances atténuantes, je pense. Ça s'explique quand même. Et ça, c'est pendant tous les stages que nous avons eus. Je peux vous donner encore d'autres dates et un autre exemple. Je vais vous prendre le stage qui a eu lieu à Oran, du 19 au 29 septembre à Oran. Les joueurs, on les a eus le 30 septembre. On était déjà à Oran pour jouer le 2.
le 2 octobre. Les joueurs sont restés à Oran, on les a récupérés, 0 entraînement avec le groupe. Ils ne se sont pas entraînés avec le groupe. Puis après, ils ont été pour jouer contre le MCO et on a perdu 1-0. Le stage qu'il y a eu en Tunisie, à Tabarka, les joueurs ont été donc libérés le 30, c'était au mois d'octobre. Le stage se déroulait jusqu'au 3 novembre, mais ils les ont libérés avant pour qu'ils viennent pour faire le déplacement. Donc, un seul entraînement avec le groupe. C'était en Afrique du Sud, pas ici, en Afrique du Sud. Pour le stage, alors le dernier stage de Dubaï, du 10 au 26 novembre à Dubaï, on nous a libéré les joueurs le 27 novembre pour aller à Magara. Donc ils ont pris le bus, ils sont partis à Magara le lendemain. Donc ils terminent un stage, ils vont en bus, ils jouent contre Magara 0-0. Juste après Magara, on joue l'entente de Sétif. 1-1. Après on joue le CRB et on fait 2-2 avec le CRB. Et ça, c'est le 29-11, le 3 décembre et le 7 décembre. Pour cette semaine, on tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Pourquoi on tire la sonnette d'alarme? Parce que nos joueurs vont jouer le 14, si, je dis, ils vont jouer le 14, c'est une prévision. Ils peuvent jouer le 14, ils peuvent jouer le 17, 2 matchs internationaux, même s'ils sont amicaux, pour après jouer le 20, un derby très important. Donc voilà, le problème, voilà, il se pose en ces termes. C'est-à-dire que c'est l'utilisation et l'influence des stages de l'équipe nationale sur la programmation et sur le rendement des joueurs. Les joueurs viennent blessés, ils viennent fatigués. Donc aujourd'hui, on dit ça ne peut plus durer comme ça. Nous donnons la priorité. Oui, tout à fait. Oui. Non seulement avec la FAF en ce qui concerne l'utilisation de ces joueurs. Par exemple, nous avons deux, je ne suis pas entraîneur national, c'est son boulot, mais nos intérêts sont liés. À quoi ça sert d'avoir des joueurs fatigués en club ou en équipe nationale? À quoi ça sert d'avoir des joueurs blessés en club ou en équipe nationale? Exactement. Donc, nos intérêts sont liés et on voudrait qu'il y ait un équilibre. Nous donnons la priorité à l'équipe nationale, d'accord. Mais il faudrait que les gens de l'équipe nationale qui gèrent cette équipe pensent un peu au club qui a d'autres responsabilités, qui doit faire face à d'autres responsabilités et qu'il arrange un peu les programmes. C'est-à-dire, par exemple, un effectif, on fait jouer une mi-temps sur un match, on fait jouer une mi-temps sur un autre match. Les joueurs sont connus, leurs qualités sont connues. Donc, exactement. L'entraîneur national peut trouver un tas de solutions. Et puis après, c'est à voir avec la DTN et la Ligue professionnelle pour qu'il y ait un programme de rattrapage des matchs en retard, mais que ça soit gérable, que ça soit humain. Et là, c'est inhumain. C'est inhumain. Vous pensez que pour le stage qui va avoir lieu maintenant avec les 2 matchs amicaux, nos joueurs, s'ils jouent tous les matchs, c'est 3 matchs en 6 jours, dont 2 matchs internationaux. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est inhumain. Les joueurs ne pourront pas résister. Bien sûr, nous on prend des dispositions pour que les joueurs soient en bonne santé, qu'ils récupèrent très vite, mais c'est difficile. C'est difficile. Quand vous me lâchez un joueur la veille d'un match, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va prévoir comme programme de récupération? C'est difficile. Et puis sur le plan tactique, ça fausse la donne. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, pendant la semaine, il a un groupe et le jour du match, il a un autre groupe. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, comme j'ai dit à vos amis, il faut jouer dans tel schéma tactique. C'est difficile. Nous, on voudrait que l'entraîneur national fasse un effort de communication, qu'il entre en contact avec l'entraîneur, parce que c'est tout de suite. Hein. Aujourd'hui, il joue un match déjà. Hein, et dans 2 jours, il joue un deuxième match. Donc, il faudrait qu'il prenne la bonne décision pour nous aider. On fait le maximum pour l'équipe nationale. C'est un devoir et c'est une obligation. Et je dis surtout, c'est un devoir.
c'est un devoir pour nous. Mais il faudrait que l'entraîneur national aussi se mette un peu à notre place et puis qu'il coordonne aussi son action avec notre entraîneur et avec la ligue professionnelle pour qu'il y ait un programme de récupération qui soit humain et qui ne soit pas démentiel. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est un groupe qui est jouable, que l'USMA, bien sûr, si nos joueurs aussi sont en bonne santé. Voilà, c'est ça. Quand je vous dis, on les a sortis d'un stage en Tunisie quand ils étaient à Tabarka pour les mettre dans un avion et partir pendant 12 heures en Afrique du Sud, c'est pas comme ça qu'on prépare des matchs. Bon, maintenant, si on a le temps, je pense qu'on aura le temps parce que c'est après le CHAN, c'est au mois de février. Donc, je pense que c'est un tournoi, un groupe qui est jouable et que je pense que l'USMA fera un bon résultat. Un bon résultat. Côté personnel, oui. Pas cette saison, mais pour l'année prochaine, la saison sportive prochaine, les clubs professionnels sont dans l'obligation d'avoir une équipe féminine. Et vous savez que l'USMA a pris donc le taureau par les cornes et est en pourparlers actuellement pour la constitution d'une équipe féminine. C'est une obligation. C'est une obligation. Et vous savez que c'est quelque chose qui ne coûtera pas cher parce que tout est financé par la FIFA. La FIFA qui donne de l'argent à la Confédération africaine de football, qui finance. Vous savez, les déplacements sont financés, l'hôtel, tout ça. Donc tout ça, il faut s'y mettre parce que ça deviendra bientôt une obligation. C'est vrai, c'est bon, c'est aussi un phénomène de société. Hein. Nous avons une société qui est un peu réticente, mais moi je pense qu'il faut s'y mettre parce que ça devient une obligation. Même certains pays arabes qui ont des équipes féminines maintenant et qui jouent au football. Donc bon, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et puis s'y mettre, voilà. Vous savez, l'Algérie est un pays qui a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous. Et ça sera aussi, même si on est juste, mais je pense qu'on sera au rendez-vous. L'Algérie sera prête au niveau des infrastructures sportives. Je sais, c'est difficile, mais on sera prêt. Le jour J, il n'y a pas de problème. Toutes les dispositions sont prises. Vous savez que j'ai participé au programme, donc le dossier du CHAN, c'est moi qui l'ai fait avec quelques amis, dont certains collègues à vous qui m'ont aidé, que je remercie au passage, et le dossier de Cannes aussi, U17 aussi, je l'ai fait avec Aboud, Salah. Enfin, c'est pas la peine de les citer parce que sinon si j'en oublie un, mais il y a beaucoup de journalistes qui ont contribué à ces dossiers que nous avons envoyés et qui ont été acceptés par la Confédération africaine de football. Donc, mais je dis que l'Algérie sera au rendez-vous, il n'y a pas de problème pour ça. Nos joueurs, ils sont dans le groupe, nous en avons 9. Vous savez, 9 joueurs, pour nous, c'est une équipe. C'est notre équipe qui est en équipe nationale. Mais c'est la même chose pour d'autres clubs aussi, on n'en disconvient pas, mais c'est la même chose. C'est un effort qui est très important, c'est pour ça qu'on demande à ce que les gens aussi fassent un effort de notre côté, pour qu'il y ait un programme de rattrapage humain, qu'il tienne en considération de la santé de ces joueurs. Il y va de leur santé. Quand vous me ramenez moi un joueur malade, quand vous me ramenez un joueur blessé, je vous donne un joueur en bonne santé, il revient malade. Je vous donne un joueur en bonne santé, il revient blessé. Ça a des incidences sur le rendement dans mon club. Donc chacun de son côté doit faire un effort et j'espère que ce message sera entendu pour qu'il y ait, avec peut-être
M. Psikri, qui est le nouveau DTN, qu'il y ait une nouvelle approche et qu'il y ait quand même une communication permanente entre les staffs techniques des clubs et des équipes nationales et les staffs médicaux au niveau de la fédération, au niveau des équipes nationales et puis du club. On ne peut pas. Vous savez, je vous l'ai dit, peut-être que un des joueurs qui était malade pour le déplacement en Afrique du Sud, vous savez qu'il a reçu une perfusion dans l'avion. Il a été perfusé. Il a mis une perfusion dans l'avion parce qu'il était malade. Donc, dans des joueurs sains, en bonne santé, ils font le maximum avec vous. C'est notre devoir, il n'y a pas de problème. Mais quand vous nous les restituez, au moins que vous preniez soin de leur maladie pendant qu'ils sont avec vous, ou de leurs blessures pendant qu'ils sont avec vous. Il vient, il fait un déplacement, il est malade. Moi, je pense, et j'ai toujours pensé, que l'Algérie avait les moyens de faire beaucoup mieux. Et le football n'échappe pas à la règle. En football, on peut faire beaucoup mieux. Seulement, il faudrait que les gens soient sages et que les gens prennent les bonnes décisions. Je ne vous apprends rien en vous disant que j'étais à la tête d'un organisme de contrôle au niveau de la fédération et qui nous a permis d'apprécier un peu cette période de lancement du professionnalisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période? Le professionnalisme chez nous a été lancé en 2010. Aujourd'hui, on est 12 ans après. Aujourd'hui. Ce qui caractérise cette période, c'est que le professionnalisme a été lancé sans préparation et sans contrôle. Sans préparation et sans contrôle. Ça n'a pas été préparé. Pourquoi je vous dis que ça n'a pas été préparé? Je donne un exemple. On est passé d'un statut de football amateur, c'est ce qu'on appelle les CSA aujourd'hui, les clubs sportifs amateurs, à une organisation en société commerciale, SSPA, donc société sportive par action, sans préparation. Ce qui fait que certaines personnes étaient dans les clubs amateurs, ils se sont retrouvés dans le club professionnel, sans aucune préparation. Dans le club professionnel, et à partir du moment où vous êtes société commerciale, vous êtes soumis au code du commerce, vous êtes soumis à la loi sur le sport, 1305, et vous êtes soumis un petit peu à tous les textes réglementaires, les subséquents, donc les décrets exécutifs 1573, 1574 qui touchent le club sportif amateur et le club professionnel. Donc vous êtes soumis, mais surtout, vous êtes soumis au code de commerce. Et les gens qui étaient au départ n'avaient pas cette formation, ils n'avaient pas les informations qui concernent le fonctionnement d'une société commerciale. Donc on est passé d'un club sportif amateur où il y a une assemblée générale, effectivement, où il y a un bureau exécutif, un secrétaire général, etc., etc. On passe donc à une assemblée générale d'actionnaires qui sont propriétaires, qui désignent un conseil d'administration, qui désigne un directeur général et qui est une société commerciale. Donc, quand on n'est pas préparé à ça, évidemment, c'est tous les dysfonctionnements qu'on a connus. Et je ne parle pas du volet financier parce que... Voilà, exactement. On a vu maintenant, par exemple, Vous savez, à un certain moment, les colons, quand ils étaient en Algérie, quand ils voyaient un travail mal fait, ils disaient c'est du travail arabe, parce que c'est mal fait. Vous voyez, aujourd'hui, on a un pays arabe qui donne une leçon au monde entier. Au monde entier, quand je vois que des stades, quand je vois que des pelouses sont utilisées pour accueillir 10 matchs en 15 jours et qu'elles aient pratiquement le même état d'excellence, c'est vraiment des pelouses extraordinaires. Moi, je dis, ils ont réussi un pari fou, les Qataris, et je leur tire chapeau. Je sais que, bon, ils ont les moyens, mais c'est vrai que leurs moyens, ils les ont bien utilisés. Ils ont véritablement cloué le bec à tous les pays médisants, racistes,
xénophobes, tout ça. Moi, je pense que le Qatar a donné une leçon dans l'organisation, dans l'entretien des pelouses, des stades. Vraiment, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple à suivre. Bien sûr. Mon analyse, elle est simple. Vous voyez que certains pays ont progressé, d'autres ont stagné. Donc l'écart est en train de diminuer entre les pays. Vous avez vu que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Hein? Donc vous voyez que le football évolue et ça évolue très vite. Et je pense qu'il est temps pour le football algérien de prendre le train en marche pour ne pas être largué par la suite. Et ça passe invariablement par la constitution de camps d'entraînement et le lancement d'autres activités commerciales. Et c'est à ce prix qu'on aura un football performant et qui peut rivaliser avec tous les pays du monde. Et je le dis avec toute l'objectivité voulue. Il n'y a aucun problème, mais seulement... Donc oui, moi ce que je voulais, c'est lancer un appel d'abord à nos supporters pour qu'ils soutiennent le club. Honnêtement, dans le football que j'ai connu, et peut-être que, comme le disent certains, peut-être que je suis dépassé, peut-être. Dans le football que j'ai connu, les supporters supportaient leur club comme leur nom l'indique. Donc ils étaient autour de leur club, c'était des chansons, c'était des trucs, Aujourd'hui, certains supporters, c'est notre entraîneur qui... Aujourd'hui, certains supporters supportent des personnes. Je pense qu'il faut sortir de cet engrenage. S'il y a quelque chose qui doit vous unir, c'est le club qui doit vous unir. C'est l'intérêt du club qui doit vous unir. Bien sûr, chacun voit l'intérêt du club à sa manière. C'est tout à fait normal, chacun a son avis. Mais moi, je dis, il faut rester sage. Il faut rester sage. Faire du mal, c'est facile. Et des fois, faire du bien, c'est plus difficile. Donc, je lance un appel à l'union de tous nos supporters qui soient fédérés autour du club et qu'ils viennent encourager le club. Nous faisons tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en nos moyens pour que le club se développe et véritablement qu'il soit à l'image de ceux qui l'ont créé et de ceux qui l'ont défendu et qui l'ont chéri il y a très longtemps et dont la majorité, Allah yarhamhum, ne sont plus là. Et nous, c'est ce flambeau-là que nous voudrions transmettre. Nous ne sommes pas là, nous n'allons pas nous éterniser dans ce club. Nous sommes là momentanément et nous essayons de faire du mieux qu'on peut pour essayer de développer ce club. Ce qui nous intéresse, c'est son développement.